C'est difficile d'expliquer le territoire avant. Le bois avant les coupes à blanc, la péribonka avant les barrages. Il faut imaginer une forêt sautant d'une montagne à l'autre jusqu'au-delà de l'horizon, visualiser cet océan végétal balayé par le vent, réchauffé par le soleil. Un monde où la vie et la mort se disputent la préséance et au milieu duquel coule entre des berges sablonneuses ou entre des falaises austères une rivière qui ressemble à un fleuve. C'est ardu à expliquer parce que cela n'existe plus. Les usines à papier ont déforé la forêt. La péribonka a été soumise et souillée, d'abord par la drave, puis les barrages ont avalé ces chutes impétueuses et créé des réservoirs dont l'eau nourrit maintenant les centrales électriques. Les passes dangereuses où mes enfants sont nés, où j'ai élevé ma famille et où Thomas et moi nous sommes aimés si souvent, ont disparu, engloutis sous des tonnes d'eau. Sorte d'Atlantide Inou, ce lieu n'existe plus que dans les souvenirs des vieux comme moi et il disparaîtra pour de bon avec nous. Bientôt. Comme s'effaceront les chemins de portage tracés avec patience par des générations de nomades. Tout ce savoir s'évanouira des mémoires où il vit encore. Il ne reste que Pequawakami. Nos jeunes le voient, respirent son odeur, entendent son chant. Ils y pêchent la wananiche et le doré. Ils apprécient ces longues plages coupées de rochers. Le lac émerveille toujours par sa taille et par sa beauté, et grâce à lui, Nitassinan reste concret pour eux et pour moi aussi. Mais notre territoire au-delà du lac existe encore dans nos cœurs. Un jour, nous le retrouverons. L'auteur de cette capsule est d'origine Innu de la communauté de Mashtewiyatch. Vous l'avez sans doute vu au petit écran, notamment comme lecteur de nouvelles, mais aussi comme chef d'antenne. Il a été journaliste notamment pour JE. Et il s'est lancé dans le monde de la littérature. Il nous a beaucoup sensibilisés aux enjeux autochtones avec des romans et des livres tels que Elle et nous, où le vent en parle encore. Et en 2019, il sort le livre Kokum, qui connaît un grand succès et d'ailleurs qui a remporté quelques distinctions, notamment en France, mais qui a aussi remporté le combat des livres à l'émission Plus on est fou, plus on lit de Marie-Louise Arsenault. Monsieur Jean Coué. Oui, Comment allez-vous? ça va très bien, merci, je suis content d'être là. Salut tout le monde. C'est un plaisir partagé. Monsieur Jean, tout d'abord, dans ce livre, vous parlez beaucoup de votre arrière-grand-mère, qui est le personnage principal. Quelle est la part de vrai et de faux dans votre roman? Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis servi de l'histoire d'Almanda pour raconter. Moi, je voulais parler de la sédentarisation forcée des Autochtones. Fait que je voulais raconter comment les gens pensent souvent que les Autochtones ont toujours vécu sur des réserves, alors que, tu sais, moi, je suis né à l'hôpital d'Alma, ma grand-mère a aidé dans le bois. Donc, c'est récent, puis c'est dans cette période de temps-là. Donc, j'ai choisi de le faire en utilisant la vie d'Almanda, puis la vie de la famille des Siméons. Puis, j'ai connu mon arrière-grand-mère, qui est décédée quand j'avais 17 ans. Et puis, mais évidemment, il y a tout un pan de sa vie que je n'ai pas connu. Je l'ai connu, moi j'étais jeune, elle était plus vieille. Alors, je me suis basé beaucoup sur ce que les gens dans la famille m'en ont dit, ma mère, mes tantes, des cousins, des cousines. C'est quand même un personnage, Almanda. Là. Tout le monde qui l'a rencontré a un souvenir de elle ou des histoires à raconter. Et puis, j'ai aussi pu compter sur un ouvrage qui a été écrit il y a quelques années aux éditions JCL, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on racontait l'histoire d'un ancien notaire, un ancien curé, un ancien whatever. Puis dans les anciens, il y avait une autochtone qui racontait sa jeunesse. Et l'autochtone, c'était Anne-Marie, la fille aînée d'Almanda, donc la sœur de ma grand-mère. Puis elle a raconté toute sa jeunesse. Puis il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui parlent évidemment de sa mère, de son père. J'ai récupéré tous ces éléments-là. Alors, il y a une bonne partie qui est vraie, puis il y a une bonne partie qui est de la fiction aussi, mais basée toujours sur l'interprétation que je faisais le plus précis possible de comment Almanda ou Thomas auraient agi compte tenu de comment ils étaient. Alors, il y a des scènes qui sont vraies, comme la rencontre entre Thomas et Almanda, pour les gens qui ont lu le livre, quand ça se passe alors qu'Almanda
elle va au champ, lui est en canot. Ben ça, c'est Anne-Marie qui l'a raconté comment ça s'est passé. La scène où elle rencontre Duplessis vers la fin du roman, où elle s'en va, elle prend le train, ça, c'est Almanda elle-même qui l'a raconté à ma cousine Linda qui me l'a raconté. Donc, j'ai pris des éléments du réel, puis j'ai brodé autour de ça quelque chose qui était vraisemblable. Et est-ce que vous aviez un objectif bien précis dans l'écriture de ce roman-là? Est-ce qu'il y avait une volonté de sensibiliser, par exemple? Je visais deux publics. Premièrement, je m'adressais aux Autochtones parce que notre histoire n'existe pas dans les livres d'histoire. Les Autochtones, là, ils vont à la même école que les autres enfants québécois quand ils sont jeunes. Puis, on ne parle pas beaucoup d'histoire autochtone dans nos cours. L'histoire au Canada, l'histoire du Canada, ce qu'on appelle l'histoire du Canada, ça commence en 1492 avec l'arrivée de Christophe Colomb, en 1534 avec Jacques Cartier. Puis avant ça, c'est pas de l'histoire du Canada. Le Canada n'existe pas, on n'existe pas, on n'étudie pas ça. Et donc, je voulais que les gens connaissent un peu leur propre histoire. Puis mon objectif, c'était aussi de permettre aux Québécois, à travers cette histoire-là, si j'essaie de vous convaincre de quelque chose, c'est toujours difficile parce que c'est un argument, j'ai un argument, tu as un argument, j'ai un meilleur argument. Peut-être que si je suis bon et que j'ai des bons arguments, je vais arriver à vous boucher. Mais est-ce que je vais arriver à vous convaincre? Ça, c'est pas toujours évident. Tandis que si dans un roman, je vous place dans les mocassins d'Almanda, puis vous vivez ce qu'elle vit, puis ce que les gens vivent, vous allez le ressentir. Puis là, ça va changer votre point de vue, puis ça marche. C'est la force de la littérature. Alors, mon but, c'était de donner une histoire aux Autochtones, enfin, une connaissance de leur histoire, c'est pas moi qui l'ai inventé. Puis, pour les Québécois, c'était de leur permettre de voir justement cette histoire-là, mais du point de vue des Autochtones. Et la plupart des gens qui lisent le livre sont surpris par ce qu'ils apprennent. Alors, tu sais, je vous parle d'un passé récent, mais les gens l'apprennent. Ça nous montre à quel point il y a une méconnaissance. Est-ce que vous avez justement un petit peu d'optimisme par rapport à la suite des choses? Est-ce que ce type d'initiative artistique qu'est votre roman peut être un début vers la réconciliation, justement? Moi, je suis un éternel optimiste. J'aime ça voir le bon côté des choses, parce que sinon, ça me déprime trop. Et c'est même des fois énervant pour les gens autour de moi, tu sais. Mais je suis optimiste que je pense que les choses ont changé quand même depuis une dizaine d'années déjà. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je pense que les choses ont commencé à changer. Moi, je pense que depuis la mort dramatique de Joyce Echaquan, mère de 5 ou 6 enfants, dans des circonstances épouvantables, là, les gens ont comme vu. Puis Joyce Echaquan, en filmant, permet aux Québécois de voir comment ça se passait vraiment des fois pour des Autochtones. On ne pensait pas ça possible. Et là, on l'entendait et on le voyait. Fait qu'on était bien obligé d'être placé devant la réalité. Donc, ça a ouvert des yeux. Cocum est arrivé un petit peu après, tu sais, le succès de Cocum. Puis ça, ben, il y avait comme une soif, je pense, des gens qui soudainement disent, bon, écoute, c'est pas normal qu'on ne soit pas intéressé à ces événements-là pendant longtemps. Donc, Cocum est arrivé, puis en répondant, si on veut, à une sorte de besoin, je pense. Puis oui, je suis quand même optimiste que les choses vont s'améliorer, mais il y a encore quand même pas mal de chemin à faire. Effectivement. Dans votre livre, vous avez écrit ce roman au jeu. Est-ce que c'est anodin ou il y avait vraiment une démarche derrière ça? Ben, écoutez, au départ, il était écrit au il. Puis j'étais rendu au tiers du roman, puis ça me chicotait, ça marchait pas. Tu sais, je me disais non. Alors, j'ai recommencé au complet le roman en l'écrivant au jeu. Puis la raison, c'est que je sais pas. J'ai pas vraiment une raison. C'est juste que ça marchait mieux au jeu, dans ce cas-là. À cause peut-être de la personnalité d'Almanda. C'est un défi parce que c'est une femme. Puis même si c'est ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, puis que j'ai une affection, puis que dans mon cœur, c'est un personnage, c'est une légende dans notre famille, Almanda. Là. Mais ça reste que c'est une femme. Mais je ne me suis pas posé la question. Je l'ai écrit comme ça, c'est comme ça que je le sentais, c'est comme ça que je l'ai écrit. Puis advienne que pourra. Tu sais. Il n'y avait pas une grande stratégie derrière, outre que simplement, comme écrivain, je trouvais que ça rendait le roman plus efficace. Tu sais, des fois, c'est juste ça aussi. Tu sais, des fois, on pense à des choses, mais des fois, tu sais, c'est juste meilleur. Puis quand c'est juste meilleur, ben pourquoi se battre contre ça? Tu sais? Donc, vous avez simplement écouté votre élan artistique. Il n'y avait pas nécessairement une réflexion approfondie sur ce choix-là. C'est pas parce que je voulais qu'on entende une femme parler. Vraiment, je me suis dit, je pense que ça va toucher plus les gens. Tu sais, parce que Almanda est tellement un personnage fort
que c'est mieux d'être dans sa tête à elle que de la regarder de l'extérieur. Je vais vous poser une question peut-être pas nécessairement métaphysique, mais il y a beaucoup de descriptions de paysages d'autrefois que vous n'avez probablement jamais connus. Moi, je vous avoue que quand par exemple, quand Serge Bouchard, qui est malheureusement disparu récemment, mentionne que plus jeune, il s'imaginait les territoires avant la colonisation. Moi, personnellement, on dirait que ça me donne une espèce de vertige parce que je me dis que c'est difficile, on dirait, de concevoir ce genre d'immensité, ces arbres matures. Comment vous faites pour vous transporter vers ces lieux que vous n'avez peut-être pas connus vous-même? Bon, deux choses. D'abord, pour les lieux, moi, je suis jamais allé au Périboncan. Mais maintenant, on a des outils qui nous permettent, on a Internet, on a des... Tu sais, j'ai trouvé des blogs de touristes français qui ont descendu la rivière en canot, puis qui ont filmé. Donc, j'ai regardé les images à partir de là, j'ai pu voir les rives, comment ça ressemblait les montagnes, comment la plage était faite, la couleur du sable, la largeur, la force du courant. J'ai vu des photos, j'ai vu des images, j'ai vu plein d'images comme ça qui m'ont suffi à m'imaginer les lieux. Et puis, tu sais, la forêt, on peut l'imaginer assez facilement quand on se ferme les yeux. Tu sais, imagine une forêt avant qu'on coupe les arbres. Ça partait du fleuve Saint-Laurent, puis ça allait jusqu'au Grand Nord, où là, à un moment donné, il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus de végétation, il n'y avait pas d'arrêt à ça. C'était une mer boréale. Mais l'autre chose aussi, c'est que, tu sais, vous me parlez des descriptions de lieux, puis souvent, les gens m'en parlent. Mais si vous regardez comme il faut dans le texte, il n'y a pas vraiment de description très détaillée. Moi, je préfère créer des ambiances plutôt que de décrire vraiment précisément les lieux. Alors, je vais parler d'une montagne, tu sais, qui est haute, qui est sombre. Je vais parler de la couleur du ciel, je vais parler du vent qui souffle sur la montagne. On va être sur l'eau, je vais parler de l'eau, le courant, tu sais, l'eau qui bouge pas. Je vais parler des parfums de sapin, d'épinettes. Je vais faire appel au sens de la lectrice et du lecteur. Puis après ça, c'est de la magie. La personne va se l'imaginer, puis elle va la voir elle-même, la montagne. Je ne suis pas obligé de la décrire pendant une demi-page. Sommet, très haut, puis après ça, un pic. Puis je décris de façon quand même assez en quelques lignes, 2 ou 3 lignes très souvent, mais en insistant sur les sens, pour le lecteur, ça rend ça plus vivant. Mais si on regarde comme il faut le texte, il n'y a pas tant de description que ça, autre que c'est des images. C'est vraiment des ambiances que j'essaie de créer plutôt que de recréer des lieux comme tels. Tu sais, par exemple, les passes dangereuses, tu sais, je parle d'une eau en cascade, je parle d'un lac qui se jette en bas de la rivière, etc. Si tu vois des images, mais en réalité, je ne décris pas comment c'est. Je ne décris pas la longueur, je ne décris pas la hauteur, je ne décris pas, tu sais, mais je décris la fureur de l'eau. Puis on imagine c'est quoi un lac, une chute, une cascade, etc. Alors, c'est comme ça que moi j'écris. Visiblement, ça fonctionne ou c'est une démarche qui est efficace parce qu'on a l'impression de les voir. Je vais pas donner mes trucs, je vais regarder ça. Si vous le voulez bien, M. Jean, on va y aller avec des questions du public qui nous ont été proposées par des citoyens de la région. À commencer par Valérie qui nous demande quelle est la raison qui vous a amené à écrire vos œuvres littéraires? Ben moi, si on m'avait demandé jeune, hein, si j'allais écrire, j'aurais dit, ben oui, c'est sûr que je vais écrire. Mais ça m'a pris du temps avant de m'y mettre. Parce que j'ai été happé par le journalisme, que j'aime le journalisme. Encore aujourd'hui, j'aime, tu sais, je me définis comme un journaliste. Puis ça prend beaucoup de temps. C'est un métier qui est enivrant, mais qui est exigeant aussi. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'avais jamais écrit. Puis je me suis dit, bon, ben écoute, ça fait partie des choses qu'on pense qu'on fait, mais que la vie nous amène ailleurs, puis on a fait autre chose. Et à un moment donné, quand je suis arrivé à l'émission JE, on voulait changer le format de l'émission, tu sais, qui était connu depuis l'époque de Gaétan Giroir, puis Jocelyne Cazin, où on court après des bandits dans la rue, puis on faisait plus ce genre de reportage-là. Mais on avait de la misère à changer la perception qu'avait le public, tu sais, tellement que c'était un branding qui était fort. Alors moi, j'ai eu l'idée, on va faire un guide de consommation. On va prendre les plaintes que les gens envoient à l'émission, puis on va faire un guide. Puis ça s'est appelé le guide de survie du consommateur québécois. J'ai fait ça avec les recherchistes de l'émission à l'époque.
C'était mon premier livre. Alors, c'était pas de la littérature, on s'entend, c'est un guide pratique, mais je me suis dit, bon, j'ai fait un livre, tu sais. Pardon. Après ça, mon éditeur m'a proposé un livre qui n'a pas marché, en collaboration, mais qui m'a donné l'idée d'un autre livre qui s'appelle L'Envoyé spécial, où je raconte, à partir d'expériences qui me sont arrivées, moi, euh, les dessous du métier d'envoyé spécial, quand on envoie les journalistes pour couvrir des crises, des guerres, des événements à l'étranger, surtout. Mais pas que à l'étranger, mais on location, comme on dit en latin. Et après ça, j'ai écrit un premier roman où le personnage est un journaliste qui s'appelle Un monde mort comme la lune. Après ça, alors, ça s'est fait de façon graduelle. Puis maintenant, la raison pour laquelle j'écris, c'est que quand je travaille dans mon métier de journaliste, mes goûts personnels ne comptent pas. C'est-à-dire que quand vous avez regardé le bulletin de nouvelles que j'anime, on ne parle pas nécessairement des sujets qui sont importants pour moi, c'est l'intérêt du public qui compte. C'est des sujets qui sont pertinents pour notre public. C'est ce que les gens ont besoin de savoir. C'est ça qu'on va mettre dans le bulletin. Moi, puis là, je vais travailler à rendre ça le plus simple, clair, intéressant pour les gens. Mais mes goûts, mes opinions, il n'y a rien de tout ça qui est dans le bulletin de nouvelles. Les romans, ça me permet d'aborder des sujets qui sont plus personnels, qui comptent pour moi. Puis tu sais, je m'y consacre pendant 1 an ou 2. Puis là, c'est vraiment des trucs plus personnels, avec une approche, une démarche plus personnelle, où là, c'est pas le goût du public qui compte, c'est mon goût à moi. Donc, on est dans une démarche qui est plus proche de ce que moi j'aime ou ce qui est important pour moi. Il y a Alexandra également qui demande quelle est votre plus grande fierté d'écrivain? Off. La plus grande fierté, je dirais que c'est quand les gens me disent que mon livre les a touchés. Tu sais, quand une personne prend la peine d'acheter ton livre, tu sais, c'est 25 $, c'est de l'argent quand même. Qu'elle s'y consacre pendant des heures, parce que ça prend 4, 5, 6, 7, 8 heures à lire. Donc, qu'elle te donne de son temps, puis que tu réussis à la toucher, puis qu'elle en retire quelque chose en même temps, ça, c'est ce qui me rend le plus fier, moi, d'un livre. Quand une personne me dit, tu sais, ça m'a vraiment touché, puis je vois les choses autrement maintenant, là, je me dis, wow, c'est pour ça que j'écris, tu sais, ça marche. Sinon, je suis juste content de continuer à écrire, tu sais, parce que c'est pas garanti que tu vas toujours avoir des idées, l'inspiration, des sujets. Si tu as toujours peur que quelque part, tu sais, c'est comme le robinet s'éteigne, à un moment donné, puis, hein, il sort plus rien. Fait que juste d'être capable de continuer d'écrire, puis d'avoir le plaisir d'écrire, puis de ressentir ce que je ressens pendant que j'écris, quand toutes les étapes de la création du livre, moi, j'aime ça. Alors, tout ça ensemble, c'est ce qui me pousse, moi, à continuer d'écrire. Une autre question, cette fois-ci d'Élise, qui demande est-ce que vous prévoyez une télésérie sur l'histoire de votre arrière-grand-mère? C'est drôle qu'on en parle là parce que j'ai une réunion justement ce matin avec un diffuseur à ce chapitre-là. Puis les droits de Cocom ont été achetés par une maison de production. Ça veut dire que donc il y a une maison de production qui a cru au projet. Alors, on s'est rencontrés, ils m'ont demandé si je voulais faire un film ou une série. J'ai dit que moi, je préférais une série plutôt qu'un film parce que ça touche plus de gens et puis que pour les Autochtones, ça va avoir plus d'impact une série qu'un film parce que ça va se rendre dans les maisons, ça va se rendre, c'est leur histoire qui va être à la TV, puis ça va être la première fois que ça va être du point de vue des Autochtones. Et là, le projet est passé à une nouvelle étape justement aujourd'hui où là, on va commencer à travailler sur des épisodes. Alors, j'ai bon espoir là, que ça va se faire. Combien de temps ça prend? C'est sûr que ça prend un certain temps. Il faut l'écrire, il faut le tourner. Donc, tu sais, ce ne sera pas l'automne prochain, on s'entend. Est-ce que ça va être l'année d'après, l'autre année d'après? Je ne sais pas encore, mais moi, je pense qu'on peut être assez confiant que Cocom va devenir une série TV, tu sais, qui va être quelque chose comme pour une dizaine d'épisodes ou un truc comme ça. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir ça à la TV. Puis je pense que ça va être une belle histoire aussi autant pour les Autochtones que pour les non-Autochtones, parce que c'est l'histoire du Québec aussi qui raconte Cocom. Tu sais, c'est d'un point de vue autochtone, mais c'est aussi l'histoire. Les gens apprennent leur histoire aussi. Alors, tout ça va se retrouver. Alors, ça avance, puis ça avance bien. Tant mieux. Puis au-delà de ce projet télévisuel, est-ce qu'il y a d'autres projets qui attendent Michel Jean?
C'est des livres pour l'instant, là, beaucoup. Alors, Cocom va être c'est au mois d'avril, il doit avoir fini, là. Va paraître à l'automne en allemand, a été traduit en allemand, va paraître en espagnol, en Espagne, est déjà paru en France, en Belgique, en Suisse, va paraître on signe là avec une des plus grosses maisons d'édition de Toronto, donc va être traduit en anglais. Il y a des discussions avec d'autres pays aussi actuellement pour d'autres traductions. Donc, ce qu'ils essaient, c'est que cette histoire-là, dans le fond, on se rend compte que c'est universel, puis ça touche les gens un peu partout. C'est l'histoire d'une femme qui a soif de liberté. C'est l'histoire aussi d'un amour qui permet de passer au travers des épreuves. Puis c'est aussi l'histoire de ce qui est arrivé aux Autochtones du Québec. Donc, ça trouve un public à l'extérieur. Sinon, le roman que j'ai publié en 2013, je pense, qui s'appelle Le vent en parle encore sur les pensionnats autochtones, je l'ai retravaillé, puis il va paraître à l'été en France, sous le titre Maïkan, qui veut dire loup en langue inou, chez Des Paysages, la maison d'édition qui a publié Cocom en France. Donc, ça paraît cet été. J'ai très hâte de voir la réaction du public européen. Puis j'ai un autre roman que je suis en train de finir. Là, j'ai remis la première version à mon éditrice cette semaine, lundi. Puis lundi prochain, je devrais avoir la version éditée. Je suis en train de travailler. Puis ça devrait paraître à l'automne. Donc, un roman qui va être très différent de Cocom. Là, ça va se passer aujourd'hui avec les Autochtones de Montréal, au milieu urbain. Michel Jean, merci beaucoup pour cet entretien. Longue vie à Cocom, en espérant le voir au petit écran et en espérant que vous ayez encore beaucoup d'inspiration pour continuer cette réconciliation qui est de plus en plus porteuse. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Au revoir.